Bonjour, chers téléspectateurs de TV Liberté. Bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Aujourd'hui, nous allons parler avec Georges Clément. Bonjour, bonjour Georges. Bonjour Olivier. Soyez le bienvenu sur le plateau de Politique et Économie. Nous allons parler de plusieurs choses, de la situation en France, puis nous irons, parce que vous êtes écrivain, vous êtes ancien chef d'entreprise, mais vous êtes aussi président du comité Trump France. Exactement. Et on évoquera donc la politique du président des États-Unis en seconde partie. Mais pour l'heure, c'est le président, en effet, de Trump France qui vient de rejoindre l'association Trump France, vient de rejoindre le Conseil national de la résistance européenne, ainsi qu'un certain nombre d'autres associations qui se regroupent. Et c'est, me semble-t-il, intéressant pour la presse. Et sur un thème principal, décisif, et je vous ai entendu sur ce thème, la venue du rappeur islamiste Médine au Bataclan, le 19 et 20 octobre prochain. Oui. Or, le président du CNRE, Conseil national de la résistance européenne, nos téléspectateurs qui sont cultivés voient bien qu'il y a derrière le CNRE un rappel du Conseil national de la résistance. De la résistance. Oui, oui, mais il a rajouté européenne et je pense que c'est très important. Oui, absolument. Parce qu'il s'agit d'une invasion qui concerne évidemment l'Europe. Or, Renaud Camus dit ceci. Je le cite. « Si les Français acceptent ça, la venue de Médine au Bataclan, ils accepteront tout. Une page sera tournée pour la France. » Alors, Jean Clément, je vais vous demander ce que vous en pensez de tout cela et pourquoi vous avez rejoint le CNRE et quelles solutions, évidemment, vous préconisez dans le cadre du CNRE, par exemple. C'est le mot solution qui m'ennuie. Action, on peut proposer des actions, mais une solution, ça va largement au-delà. Ça veut dire qu'on résout tous les problèmes. Ah non, solution radicale. Oui. Donc, alors d'abord, si le comité Trump France s'est engagé avec le Conseil national de la résistance européenne, c'est pour deux raisons. D'abord parce qu'effectivement, on arrive en Europe, à mon avis, à un point de rupture qui, à mon avis, est déjà dépassé, mais enfin, qui est en train de devenir réellement prégnant. Et que ce point de rupture qui consiste à dire que l'invasion en cours, à la fois musulmane et subsaharienne, en effet, devient presque une cause mortelle pour l'existence. Oui. Alors, l'existence non pas de l'Europe en tant qu'institution, parce qu'elles n'existent pas, enfin, elles existent, mais de l'Europe en tant que peuple, avec un S. Bien sûr. Et, car ce sont les peuples qui font les civilisations, et non pas les civilisations qui font les peuples. Bon. Et cela, à la fois par ce drame de la dénatalité européenne, je n'irai pas plus loin, qui permet un remplacement, ou tout au moins qui permet que, dans la tête de ceux qui ont décidé d'abolir toutes les frontières à la surface de la Terre, car ils l'ont décidé, ils ont des plans, le remplacement est idéal, évidemment. Ça, c'est le premier problème de l'Europe, c'est la dénatalité. Vous permettez une remarque à ce sujet. De la part de ces hommes qui se disent amoureux de l'humanité, qui distillent en permanence les grands sentiments, le grand remplacement consiste en une erreur fondamentale qui ne respecte pas les individus, puisqu'ils pensent qu'on peut remplacer un individu par un autre. Oui, mais tout est là. C'est que je pense qu'il y a une idéologie, on va l'appeler comme ça, qui, d'ailleurs, et quand on vous explique, et des économistes ont le culot de l'expliquer, et même, pire que des économistes, qui sont quand même des universitaires, donc ils ne voient pas trop la réalité des choses, mais des chefs d'entreprise. Oui, mais là, il y a... Grands chefs d'entreprise. Oui, mais qui, quand même, eux, ont le problème du management et savent parfaitement que on ne dirige pas des Savoyards comme on dirige des Béarnais. En effet. C'est évident. Et des Bretons comme des Alsaciens. Même en France, le management
tient compte de ces problèmes. C'est-à-dire qu'il tient compte intuitivement. Mais bien sûr. Il s'établit... Bon, voilà. Les universités en question créent des séminaires de management interculturel, oui, quand même. Oui, bien sûr. Vous le savez. En fait, bref, cette réalité humaine, ces grands chefs d'entreprise du CAC 40 et d'autres d'ailleurs, les restaurateurs, ils continuent à expliquer que comme je ne trouve pas de Français pour venir travailler chez moi, je vais prendre des Africains. Et dans leur tête, c'est la même chose. C'est interchangeable. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune espèce de différence dans la qualité du travail, dans la communicabilité avec la clientèle, pour rester dans des domaines commerciaux. Voilà. Quant au domaine industriel, c'est encore pire, etc., etc. Ce qui est parfaitement faux. Quand j'ai appris à l'école la géographie économique, puisque à l'époque ça s'appelait comme ça, on nous disait bien que s'il y avait eu un développement de l'industrie du drap textile dans le Nord, c'est parce qu'il y avait une population apte à travailler ces matières. Et que par ailleurs, on faisait autre chose, parce qu'on était apte à autre chose. Donc cette notion de l'aptitude innée d'un certain nombre de populations à certaines manipulations de produits ou inventivité ou capables de soutenir certaines contraintes sont des faits qu'on connaît, qui sont des faits ethniques, qu'ils veuillent ou pas, au sens que c'est à la fois un peuple localement qui existe, et quand j'étais gamin, j'étais capable de voir un Breton et de le reconnaître, et de voir un Béarnais et de le reconnaître. Bon, c'est moins vrai maintenant, oui, mais c'était très net à l'époque. Mobilité géographique. Oui. Donc, cette réalité-là, elle est pour eux, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Oui, et puis l'interchangeabilité des hommes est un attentat au respect de la personne humaine. Je considère que... Bien entendu, par définition. Enfin, surtout, quand on décide que on vous implante dans votre terroir et territoire des populations étrangères pour se substituer à vous, qui n'êtes plus capable de nous envoyer vos enfants. Hein. Voilà. Je schématise, mais c'est ça. Il y a pas mal de ça, oui. Alors, c'est d'autant plus absurde. Il faut bien le reconnaître. Là, il y a des problèmes. La dénatalité est un problème, je vous l'accorde, on ne va pas revenir là-dessus, c'est pas un truc démographique, une émission démographique. Mais, s'il n'y a pas de bras suffisants, on a les robots maintenant. Et qu'ils se développent à une vitesse énorme. Alors, nous allons parler des robots. Donc, vous avez raison. Oui, parce qu'eux, ils sont interchangeables. Oui, bien sûr. Voilà. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que les hommes qui font venir les immigrés considèrent ces immigrés comme des robots. Oui, bien sûr, dans leur tête, c'est ça. Mais il y a des facteurs humains qui expliquent aussi que certains Français ne veulent pas travailler. Il y a d'abord le fait qu'ils travailleraient à des coûts certainement supérieurs à ceux Je ne suis pas sûr. Mais il y a aussi autre chose. S'il vous plaît. Là, je voudrais dire... Non, là, je réponds. Oui. Nous avons l'expérience des recrutements à tous les niveaux. Et à tous les niveaux. Hein. Nous nous rendons compte que, bien sûr, qu'il vaut mieux être mieux payé, comme disait Topalov, il vaut mieux être jeune, riche et beau que bon. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Et il n'empêche que nous voyons des gens, hommes ou femmes, ayant des enfants à charge, claquer la porte et perdre un salaire parce que, étant arrivé en retard, on leur a fait la remarque. On est devant une société qu'on appelle les millennials et autres qui ne supporte plus aucune contrainte. C'est vrai. Et ne supportant plus aucune contrainte, comme l'entreprise n'est que contrainte, par définition. Par définition. On rentre dans une entreprise, c'est-à-dire qu'on rentre dans un métier, elle ne fait que tel type de produit, elle n'en fait pas un autre. Voilà. Ensuite, ce métier, et donc la fabrication de ces produits, a des contraintes techniques, d'horaire, quelquefois, etc., que l'on ne peut pas mettre par-dessus bord. Et donc tout ça, et après, il y a les contraintes humaines de management, bien sûr. Voilà. Et ils ne le supportent pas. Donc, on n'arrive pas à les remplacer. On voit les gens perdre leur emploi pour leur famille sans la moindre hésitation. Je vous concède tout à fait cet argument. Cela étant, il y a un autre argument qui n'est pas lié à la démographie, qui est lié aussi au fait que les budgets sociaux
de redistribution sont telles que beaucoup de gens préfèrent ne pas travailler. Et ça vient de loin. C'est-à-dire que là, on est dans c'est le syndrome du drogué. Voilà. C'est le syndrome de celui qui a une dose qui le maintient dans un état euphorique, on va dire. Allez, et si on lui supprime cette dose, il va faire une crise, il ne va pas la surmonter. Or, les prises en charge financières, les allocations, pour parler clairement, diverses et variées, que l'on a su, on fait que depuis 50 ans, et avec des accélérations, je vous l'accorde, mais enfin, ça fait des dizaines d'années qu'il y a des familles entières qui vivent comme ça. Donc, elles ne peuvent même plus comprendre, et d'ailleurs, on arrive au revenu universel, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il est plausible ? Il est aberrant. Mais pourquoi est-il plausible ? Il est plausible à cause de ça. Des enfants ont vu leurs parents ne jamais travailler. Oui, bien sûr. Alors, voici les arguments de la submersion européenne. Mais revenons à ce qui est la provocation, c'est-à-dire Médine au Bataclan. Oui, mais ça, c'est une provocation, me semble-t-il, pour tester la capacité du peuple français à accepter l'inacceptable. Voilà. Alors, revenons à ça. On a eu 3 cas, déjà, de tests. Enfin, un exactement similaire. Et un deuxième, c'est l'affaire Tommy Robinson, qui est aussi un test différent. Mais il y en a un exactement similaire. La mosquée c'est celui, absolument. À Ground Zero. En 2014 ou 2015, enfin peu importe, je ne me rappelle plus exactement de la date, ça n'a pas d'importance. Un projet bien suivi et pour lequel le maire de New York de l'époque, Bloomberg, qui était gauche, enfin il fait partie de ces grands patrons d'ultra-gauche, avait donné son aide, son accord, même le local, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de diriger une mosquée, mais il y avait un local dans une des tours autour du Ground Zero qui avait été alloué à cette organisation musulmane. Donc, on voulait monter une mosquée 10 ans après quand même, là on est à peine 3 ans après, dans un lieu de massacre de masse musulmans. Alors, il y a des freedom fighters, c'est-à-dire des guerriers de la liberté, dont à New York, Pamela Geller était et toujours d'ailleurs l'héroïne, mais elle est obligée de se taire parce qu'elle a été menacée de décapitation à plusieurs reprises, et que là où elle était dans une conférence au Texas il y a 1 an ou 2, il y a eu un attentat très grave où les 2 islamistes ont été tués, mais elle était la cible. Bon. Donc je ferme la parenthèse pour expliquer qu'on rigole pas, on n'est pas dans une plaisanterie. Non. Pamela Geller s'est élevée contre ça et a réuni sur les lieux, donc, plus de 40 000 New-Yorkais. Ce qui à New York est une performance, parce que New York est une ville assez à gauche et terriblement individualiste. Oui, mais surtout de gauche. Et là, ils ont un maire. Je parlais de Bloomberg, mais alors de Blasio, c'est pire que Bloomberg. Ah oui, nettement. Bon, passons. Donc là, 40 000 personnes dans la rue. Ils ont retiré leur projet. Voilà. Projet de mosquée au pied des tours internationales du commerce. Tout à fait. À Ground Zero. Oui, exactement. Deuxième cas, celui de Tommy Robinson. Tommy Robinson, donc, est un Anglais. Alors, cher Georges, je vais vous arrêter. Nous allons reparler de ces choses en seconde partie, puisque nous devons faire une pause. Et nous allons commencer avec Tommy Robinson pour revenir au Bataclan. Oui, parce que c'est le 3e exemple. Exactement. Alors, chers téléspectateurs, nous parlions de Tommy Robinson, emprisonné pour ses opinions. Ah, mais tout à fait. Ses opinions anti-islam. Anti-islam. Bon. Qui, en Angleterre, se justifient par les innombrables attentats dont l'Angleterre a été la victime. Bon. Donc Tommy Robinson, mais il y a longtemps, avait constitué l'English Defence League, qui a tout de suite été baptisé de fasciste, évidemment, par l'ensemble des médias européens, d'ailleurs. Et
depuis plusieurs années, la police et la justice plutôt le poursuivent et l'ont mis en prison à plusieurs reprises. Hein. Mais là, donc, il avait été libéré. Il était en train de filmer la sortie. C'était dans le domaine public. Hein, c'était pas dans le palais de justice. C'était dans le domaine public. La sortie des témoins du fameux procès du gang de violeurs pakistanais. Pakistanais, exactement. Enfin, l'un des gangs de violeurs pakistanais, celui de Rotterdam. Ouais. Maintenant, il y en a un autre en ce moment qui est sur la sellette, ce qui prouve bien que c'est un objectif. Hein. Et pour leur demander pourquoi, en tant que policiers, puisque c'était des policiers qui étaient interviewés, ils avaient couvert pendant près de 20 ans ces exactions de peur d'être traités de racistes. Bien sûr. Bon. Non, mais ça donne une idée de la maladie mentale dans laquelle les Européens ont plongé. Passons. Donc, ayant fait ça, à l'extérieur, dans la rue, au fond, hein, il a été arrêté sous prétexte qu'ayant eu un sursis il y a quelques années, il ne devait plus faire je ne sais quoi comme action, y compris une action d'interview. Et donc, on l'a mis au trou le jour même, pour 13 mois. Et en plus, comme il l'a expliqué, on l'a mis en cellule de confinement. Il n'a mangé qu'une boîte de thon par jour parce qu'il avait la crainte et on lui avait dit que ça risquait d'être empoisonné. À travers une lucarne, on lui balançait des étrons pour parler français et on crachait. Et ça a duré un mois ou un mois et demi, comme ça. Il a perdu 18 kilos. Donc il a été mis à la torture par l'administration. Officiellement, de Madame officiellement, mais oui. Mais aussi de la reine d'Angleterre. Hein, quand même, oui. Bon, tout ça, c'est pour ceux qui pensent que c'est un parapluie. C'est pas un parapluie du tout. Là, non, c'est un paratonnerre. Donc, il est sorti, mais pour sortir, il a fallu des manifestations. Voilà. Car il serait encore. Et là, ils ont réuni 20, j'ai vu les vidéos, 20, 25 000 personnes. Sur le net. Voilà. Et on voit même une partie des manifestants qui mettent en fuite les policiers. Oui, il y en a eu deux de manifestations. Oui. Il y en a eu une première dans laquelle Gerd Wilders, le député, est venu, et il y en a eu une seconde un peu après, et il a été libéré en menaçant toujours que d'autres investigations sont en cours et qu'on va voir. Ça, ils ne le lâcheront pas comme ça. C'est terrifiant. Il faut savoir qu'on a nos dirigeants et la justice au service. Contre le peuple. C'est invraisemblable. Et d'ailleurs, le problème des justices européennes se pose dans la mesure où on a l'exemple italien en ce moment, qui est un scandale absolu. La poursuite contre Salvini. Comment un juge pénal peut-il déclarer recevable, je pèse les mots là, recevable, une plainte pénale contre une pour séquestration et enlèvement. Enfin, c'est hallucinant. Contre un ministre en exercice élu démocratiquement et dont le gouvernement accepte et appuie sa politique. Comment ce juge, qui n'est qu'un fonctionnaire en Italie comme en France, peut-il se permettre de faire la loi et de faire de la politique Et à la limite, s'il voulait que la loi s'exprimât, il fallait qu'il condamne les passeurs, les trafiquants et les gangsters de toutes sortes. On est d'accord, bien sûr. Mais là, c'est pas le cas. On sait bien que c'est la justice et les fonctionnaires de justice en Europe, où ils sont fonctionnaires. Aux États-Unis, c'est moitié-moitié, puisque les fédéraux sont fonctionnaires, mais les territoriaux sont des fois élus. Hein, ce qui est déjà une petite différence. Mais enfin, on sait bien que ce sont les fonctionnaires américains, les juges, qui posent problème. Hein. Bon, mais c'est un problème gravissime. Il va falloir un jour que ces juges soient arrêtés et jugés. Jugés ? Mais oui. Ils sont jugés pour abus de pouvoir, bien sûr, pour mise en cause de la souveraineté de l'État, pour mise en cause de la souveraineté du peuple, au sens strict du terme. Élection signifie pouvoir dans nos pays. Sûr, et comment ils osent prendre une plainte qui parle de crime, séquestration et enlèvement. Oui. Un ministre qui dit je ne veux plus, c'est invraisemblable. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais toute proportion gardée, c'est la même chose en France, avec le Conseil constitutionnel qui, appuyé sur le préambule,
qui est un préambule de principes généraux qui n'a rien à voir avec le droit, s'appuie sur le préambule de la Constitution pour retoquer toutes les lois qui vont dans le mauvais sens. Oui. Bon, mais maintenant, troisième provocation, Médine au Bataclan. Voilà. Alors, Médine au Bataclan, c'est après la mosquée de Grand Zéro, après Tommy. C'est en France. Et à peine 3 ans après le massacre. Et la provocation pour savoir ce que le peuple français a dans le ventre, pour parler clairement. Alors. Et c'est là que tout ce qui va se jouer d'ici le 19 octobre, et le 19 octobre en particulier, est essentiel. Hein? Parce que j'ai pris la peine d'écouter le dénommé Médine dans son rap. On a l'habitude de citer une ou deux phrases, mais j'ai tout écouté. Il est clair que ce que dit M. Médine, c'est ce qu'ont fait les terroristes au Bataclan il y a 3 ans. Ah, oui. Alors, entre la parole et les actes, il y a une différence. N'empêche qu'il le dit. Et je m'étonne qu'on puisse simplement accepter cela. Bien sûr. Là, on est devant un problème qui n'est pas un problème politique. C'est un problème de fierté et d'honneur. Comment et d'ailleurs, je mets en cause des familles de victimes qui ne s'expriment pas dans ce domaine. Bon, parce que les familles de victimes sont les premières à devoir s'élever contre ce scandale qui est une profanation, du lieu mais enfin, massacre de leurs enfants. Absolument, car il y a eu massacre. Il n'y a pas seulement eu massacre à la Kalachnikov. Il y a eu torture, il y a eu éviscération. C'est dans la commission d'enquête l'a mis en jeu. Donc, on sait ce qui s'est passé et ces familles de victimes se taisent. Et ça, c'est déjà le premier échec, si ça continue. Bien sûr. Ça continue. Et c'est le premier point marqué de l'autre côté. Bien sûr. Et le deuxième, c'est les Français, et au moins tous ceux qui, par leur vote, par leur réponse au sondage, par leur adhésion à des associations dont les nôtres, bien sûr, etc., s'élèvent en théorie contre l'invasion, il faut l'appeler par son nom, et contre, surtout, les attentats islamiques et cette avenue de Médine qui n'est que il vient marquer son territoire. On vous a tué, c'est à nous, circuler, il n'y a rien à voir. C'est ça. Alors, où le peuple français, et au moins celui de droite, qui a peut-être théoriquement encore quelques fiertés cachées, se rebellent et le montrent simplement. Ils disent non. On vient et on dit non. Ce qui ne veut pas dire qu'on empêchera, parce qu'il y a les forces de l'ordre, enfin c'est très compliqué. Je ne parle pas de l'action, là. Oui. Il peut y avoir simplement, l'égard à la présence de foules importantes, le préfet, en bonne logique, pourrait interdire pour tout trouble à l'ordre public. J'espère que la manif pour tous, qui a réuni 1 500 000 personnes, serait capable de peut-être réagir en se disant, parce qu'à moins qu'elle soit devenue une association qu'il faut maintenir et il ne faut pas se mettre le pouvoir à dos. Mais là, on est devant le meurtre au nom d'une religion et au nom d'un racisme anti-blanc, parce qu'il faut quand même le dire, il est partout dans le monde en ce moment. Hein. Le président Trump, dont on parlera peut-être, s'est élevé et s'est intéressé de près à ce qui se passe en Afrique du Sud, qui est une honte épouvantable. Bon, donc pour conclure, avec l'affaire Médine, provisoirement, il s'agit que le plus de gens possible se mobilisent pour... Et déjà le montre, on devrait le voir par les réseaux, les fameux réseaux sociaux. À quoi servent-ils? À montrer son chat, à montrer son chien, ou à parler de choses sérieuses. Là, et si il n'y a rien, le 19 octobre, c'est possible, s'il n'y a pas de manifestation, s'il n'y a pas de mobilisation, moi, je dis que la cause est entendue. Vous voulez dire que c'est cuit? Oui. Alors, déjà, comme vous le savez, le désespoir est une sottise absolue. Non, mais ça, c'est Maurras qui l'a dit, et Maurras, c'est le petit livre bleu, Mao, c'est le petit livre rouge, et moi, j'ai pas de petit livre. Je vous dis, le désespoir
Olivier, le désespoir, je l'ai connu en Algérie, et on a beau dire que c'est une stupidité ou une sottise, il n'empêche que c'est un fait, on ne revient pas d'où on est parti. Donc, faut pas raconter, vous savez, c'est les mots et les slogans politiques, il y a des moments où ils sont faux. Comme dire, la violence n'a jamais rien résolu. Je suis désolé, l'Empire romain a duré 1200 ans, et c'était grâce à ça. Donc, il faut arrêter de dire des bêtises. Voilà. Le désespoir, qui n'est pas la désespérance, qui est une autre paire de manches, le désespoir, c'est de constater qu'il n'y a plus d'espoir. Et l'espoir est fondé sur des faits. S'il n'y a plus de peuple français capable de dire « vous avez tué mes enfants, vous ne viendrez pas chanter là », c'est tout, ça s'arrête là. C'est la seule chose. Si ce peuple français n'est pas capable de dire ça pour ses enfants morts, et il y a eu quand même 190 personnes de tuées ce jour-là, bon, quand même, il faut rappeler les chiffres. Après Madrid et après Londres, et avant Londres, c'était le plus important. S'il n'est pas capable, ce peuple français, de dire ça pour ses enfants, et pour sa fierté, vous êtes chez nous, nous sommes là depuis des milliers d'années, et vous tuez nos enfants. Et vous venez chanter sur leur tombe. Vous irez cracher sur vos tombes. Et vous venez chanter le thème qui a provoqué ces assassinats. Voilà. Donc, nous, on dit non. Nous, on dit non. Alors, voilà. Et on dit non. Au moins, dites non. C'est tout ce qu'on vous demande. Eh bien, nous disons non. Merci Georges Clément pour votre fougue et votre conviction. Je crois que l'affaire est grave. L'important, c'est de faire passer le message à nos téléspectateurs. Alors, je reviens sur le président. Oui. Je vais y revenir en troisième partie, le président du comité Trump, pour qu'on parle un petit peu du président Trump dans l'effroyable brouillard médiatique qui est organisé autour du personnage, à charge en permanence. En permanence. Alors, revenons, mon cher Georges, sur le président Trump. Toujours essayer d'y voir clair derrière la formidable désinformation autour du personnage. Je dirais que il me semble, avec la distance nécessaire, qu'il a marqué des points et que, à la mesure de ce qu'il a marqué des points, de nouveau, une offensive vient qui cherche à lui nuire. Mais il est vrai que ce personnage a un caractère assez affirmé et paradoxal, provocateur. Nous parlions tout à l'heure de l'Italie. Oui. Vous savez qu'il a décidé... Non, il a proposé de financer la dette italienne. Oui. Alors, ce faisant, c'est très sympathique vis-à-vis de l'Italie, mais ça va sauver l'euro. Parce que le signe noir italien risque de mettre à bas l'euro. Donc le paradoxe, c'est que M. Trump... Oui, mais attendez, c'est compliqué, là. Oui. D'un autre côté, si l'Italie veut se libérer de la tutelle de la Commission européenne et donc de la BCE, c'est un moyen de le faire. Ce n'est pas faux. Il faut que l'Italie aille jusqu'au bout. Que l'Italie aille jusqu'au bout. Moi je pense... C'est un avis comme ça, que dans l'état où ils sont eux-mêmes contraints d'agression de la part de l'extérieur, parce que quand même, le président de la République française a eu le culot de faire un discours aux ambassadeurs en disant qu'ils allaient devoir s'élever, et la France va s'élever, va faire campagne contre les nationalismes de ces pays-là. C'est quand même invraisemblable. De quoi ce petit freluquet se moque-t-il? En tout cas, de quoi... Non, mais c'est une déclaration de guerre. Et se mêle-t-il, bien sûr, oui. Voilà. Donc, cette agression permanente, l'Italie est plus visée encore que la Hongrie et la Pologne, du fait d'abord de son importance en nombre de personnes. Troisième PIB européen. Et voilà. Donc, oui, enfin, pour répondre à la question, mais qui, à mon avis, est une... je ne sais pas si Trump l'a dit de manière plaisante pour se moquer
de l'Union européenne, ou s'il a dit sérieusement, ça eux, en discussion privée sur le plan, doivent le savoir. Faut pas. Et puis il y a autre chose que je dois dire, c'est que la situation de la dette américaine n'est pas bonne, et que donc il va augmenter les problèmes de la dette américaine aussi, ce qui n'est pas non plus aussi facile. Vous savez, sur ce terrain des finances, je pense que la situation mondiale, j'ai eu des courbes sur l'endettement. C'est fascinant. C'est-à-dire que le PNB américain représente ces 20 trillions, et la dette 70. Oui, c'est ça. Voilà. Et qui continue à croître. Donc on arrive à des impasses, ce qu'on appelle une impasse financière. À telle enseigne d'ailleurs que la BCE avait commencé ce qu'on appelle le quantitative tightening, c'est-à-dire la restriction de l'émission monétaire. Et là, quasiment, elle va arrêter. Elle revient au quantitative easing. Bien sûr, c'est-à-dire qu'elle va fabriquer de nouveau de la monnaie de singe. Donc elle n'a pas le choix. Comme l'Europe continue de fabriquer de la monnaie de singe. Donc, c'est un mot... Ça signifie que l'Italie peut avoir, si elle est souveraine, une autre destinée qu'en Europe. C'est ça qu'il faut entendre, je pense. J'apprécie votre réponse. Je pense qu'en effet, elle permet de dépasser le débat technique, monétaire et financier. Cela étant, nous parlions de finances, on va continuer. Le président Trump a préparé le budget 2019, et notamment le budget militaire. Enfin, c'est pas encore très... non, mais il est intéressant parce que ce budget militaire est en augmentation. Assez sensible. Oui, il est à 700 autour de 750 milliards de dollars. Dont 70 environ pour les opérations extérieures. Or, le président Trump avait dit « I'm the President of the United States and not the President of the world ». Bon, alors, les interventions extérieures vont dans une certaine mesure, conforter l'état profond. Oui, mais ça, attendez. On va essayer de faire le tri. Voilà. D'abord, Trump est en guerre intérieure. Il y a une guerre civile, froide, pour l'instant, encore froide, ça dépend. Parce qu'il y a quand même un sénateur entre la vie et la mort il y a quelques mois. Bon, passons. Et il ne peut pas se battre sur tous les fronts et contre l'ensemble de ses administrations. Bien. Or, quelles sont les administrations les plus dangereuses pour lui actuellement dans le combat? C'est le ministère de la Justice, curieusement dirigé par Jeff Sessions, qu'il a lui-même choisi, et les fonctionnaires qui y sont attachés, et donc le FBI, et donc, voilà. S'il se met l'armée à dos, c'est ça. pour des raisons budgétaires, autant dire que c'est fini. Voilà. Bon. Donc, je crois qu'il ne peut pas se permettre de se mettre l'armée à dos dès le départ. D'accord. Et donc, il touche surtout rien au budget. Il a même augmenté. Oui, il a augmenté. Bon, là, il y a d'autres raisons. Techniques, même. Il est vrai que l'arsenal nucléaire américain, qui est ancien. Vieillissant. Donc, il y avait un problème technique de conservation ou d'amélioration, de mise à jour, comme ils disent, update, de cet arsenal. Alors, il y en a d'autres qui diraient, oui, mais il n'y avait qu'à le détruire. Oui, mais enfin, ça, c'est facile à dire, mais on voit bien que les accords SALT marchent comme ils ont le temps. Enfin, c'est pas si simple que ça. Donc, il y a quand même une rénovation et des budgets pour l'amélioration. Et surtout, il y a des budgets de recherche pour la guerre de l'espace qui reprend. Oui, ce qu'on appelait bêtement la guerre des étoiles, ce qui était idiot comme appellation, évidemment. C'était pour ce qu'avait Star Wars, alors ça faisait la même chose. Bon. Et puis, alors, donc il y a ça, mais exactement comme le fait la Russie. Avec les hypersoniques, c'est normal. Et donc, une intégration de technologies nouvelles dans le monde militaire, et en particulier des robots. Bon, qui coûtent un argent fou, mais on ne peut pas ne pas prendre ça en compte. Donc, deux choses. Un, je ne veux pas me mettre le Pentagone à dos, j'en ai assez ailleurs. Au moins que le Pentagone reste neutre dans nos affaires intérieures, ce qui n'est pas toujours le cas, d'ailleurs. Ça n'a pas été le cas sur la directive transgenre
qu'il a sorti pour qu'il n'ait simplement aucun avantage spécial, et qui n'a pas été mise en œuvre par le ministère. Bon, donc vous voyez, c'est pas si simple. Et donc voilà, ça c'est pour la partie Pentagone, ce que je peux en dire. Alors il y a en ce moment, je lis bien chez des amis comme les libertariens par exemple, qui sont anti-intervention extérieure. Pat Buchanan l'a d'ailleurs dit l'an dernier, la semaine dernière, même cette semaine. Bon, qu'est-ce que devient notre... on revient toujours au même problème. Voilà, vous arrivez à la tête d'un État. Même Obama, d'ailleurs, entre parenthèses, je vous rappelle qu'il devait se retirer de partout. Et il s'est retiré de nulle part. Pourquoi et même pas Guantanamo, qui n'a pas été fermé. Bien sûr. Il y a une situation stratégique. Elle n'est pas aidée par l'adversaire chinois, surtout. Chinois. À mon avis, l'histoire russe, c'est quand même ou c'est un leurre exprès pour éviter que la Chine se dise c'est moi qui suis visé. Mais enfin, ce sont des faits. Les Chinois ont eu une augmentation des budgets militaires largement supérieure en proportion. Parce que c'est pas en valeur absolue. Le budget militaire chinois est quand même très inférieur à celui des États-Unis. Ils n'ont qu'un porte-avions que les Russes leur ont vendu et ils en mettent en service un deuxième. Qui est indigène. Alors qui est vraiment une fabrication chinoise. Les États-Unis en ont une dizaine, je crois. Enfin, j'ai pas le chiffre en tête, là, mais bon, peu importe. Donc, ce sont des faits. La stratégie existe, la géopolitique existe. Vous pouvez pas dire c'est terminé, je reste chez moi, démerdez-vous. Parce que ça va avoir des conséquences géopolitiques qui vont aussi se retourner. Donc, c'est pas si simple que ça sur ce terrain-là. Qu'il gèle déjà les choses, qu'il les aggrave pas. Et puis surtout qu'il gagne à l'intérieur pour pouvoir ensuite... Rappelez-vous quand même que la rencontre avec Poutine qu'il a justement, j'allais vous poser la question. Voilà, qu'il a mise en lui, qu'il a voulu. Ça fait 1 an et demi qu'il a voulu. Il a quand même été traité de traître, ce qui est très très grave au niveau où ça a été dit par Brennan, un ancien patron de la CIA sous Obama, auquel il a retiré d'ailleurs ses accès aux informations secrètes qu'il avait. Mais c'est quand même un président, comme ils disent, en exercice de traître. C'est très très grave. D'autant plus qu'il a maintenu les sanctions contre la Russie. Attendez, alors là il faut aussi pas... Il peut rien contre les sanctions contre la Russie. Je rappelle que le Congrès, il y a déjà un moment, ça s'est passé en décembre de l'année dernière ou en fin d'année de l'an dernier, a voté contre son avis, des sanctions contre la Russie, et dans ces sanctions, dans cette loi de sanctions, où il n'avait aucune part. Ils ont rajouté un paragraphe qui dit que le président ne pourra pas les lever sans l'accord du Congrès. C'est-à-dire que ce jour-là, on lui a lié les poings sur la Russie. Bon. Donc, il est là, il ne peut rien contre les sanctions. Rien. Alors, il y a une autre chose aussi qui est intéressante, c'est que, évidemment, comme vous le savez, la Russie et Poutine se sont rapprochés du sultan Erdogan. Poutine. Et c'est quand même très intéressant. On peut supposer que Poutine caresse le rêve secret de voir la Turquie sortir de l'OTAN. Oui, mais c'est dangereux pour Poutine aussi. C'est dangereux pour tout le monde. Si vous voulez, on est devant une situation où c'est ça que personnellement j'attendais. Mais Trump fait ce qu'il peut et je viens de décrire qu'il ne peut pas sur ce terrain faire ce qu'il veut. J'attendais que on revienne au réel, c'est-à-dire que ce qu'il dit, lui, d'ailleurs, depuis 2 ans et demi, 3 ans, puisqu'il l'a dit pendant la campagne, puis il l'a redit, qu'il n'y a pas de conflit fondamental entre la Russie et les États-Unis. Enfin, en tout cas, la Russie actuelle, bien sûr, qui n'est plus Union soviétique. Et que, bien sûr, tous les pays d'extraction européenne sont dans le même bateau mondial. Bien sûr. Bon, et se battre entre eux, se neutraliser, c'est permettre à ce que j'appelle les ennemis mortels, c'est-à-dire ceux qui ontologiquement veulent que vous n'existiez plus,
Oui. Hein, c'est pas simplement... Il a lu Huntington. Oui, oui. Et donc, la première étape, c'est cette guerre froide absurde. Oui. Parce que la guerre froide, elle avait des fondations réelles, oui, oui. Elle avait des fondations idéologiques, oui, on ne voulait pas rentrer dans un régime communiste, on était pour une... Bon, enfin, c'était des choses réelles, tout ça. Bon, où est le problème avec la Russie actuelle? Non. Il n'y en a pas. Bon, alors, c'est bloqué. Par qui? Alors, ça en revient à l'establishment et ce fameux sénateur McCain qui est mort hier ou avant-hier, enfin, la semaine dernière, pardon. On est devant... on a eu un gel d'une classe politique, alors il y a longtemps. Hein. C'est une glaciation. Et elle a besoin d'un ennemi qui est la Russie. Elle entretient l'ancienne guerre froide. Alors, et pour des raisons qui m'échappent, je vous le cache pas, sauf l'argent, bien sûr. C'est celle-là. Mais d'accord, mais ça c'est des raisons personnelles. Bien entendu celle-là. Oui, puisqu'il n'y a plus de raison idéologique. Mais voilà. C'est les intérêts financiers. Oui, mais c'est même pas forcément l'intérêt géopolitique des États-Unis. Ce sont les fameux rhinos. Oui, c'est les rhinos. Republican in name only. Oui. Alors, voilà la situation. Alors, ceci dit, actuellement, Trump, il est sur un front. Oui. C'est celui de l'impeachment que veulent les démocrates qu'ils hurlent tous les jours. La semaine dernière, ça continue. Bon. Malgré tout ce qui est faux dans ce qui est raconté, je prends juste un exemple. La semaine dernière, il y a eu cet avocat, l'avocat de son avocat, Lenny Davis, l'avocat de Michael Cohen. Michael Cohen qui a choisi comme avocat l'avocat des Clinton. Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Cet avocat, Lenny Davis, a laissé dire, et même dit un peu, que il avait la preuve que Trump était au courant, enfin j'exagère quand je dis le mot preuve, mais que Trump était au courant de la réunion qui avait eu lieu dans sa Trump Tower en 2016 entre son fils, son gendre et une avocate russe, et que c'était donc la preuve qu'il avait des accointances avec lui. Or, et donc le CNN, le New York Times ont fait des gros titres là-dessus. Ça y est, l'impeachment était dans la poche. Un certain Steyers, qui est un milliardaire, mais de gauche, est monté au créneau dans des émissions de télévision disant il faut empêcher ce type immoral. Ça, c'est pour l'affaire Stormy Daniels. Et immoral, lui. Alors, je vais vous dire, voilà les démocrates qui sont pour les transgenres, qui sont pour l'homosexualité triomphante, qui poussent dans le Vermont ou dans le New Hampshire, enfin peu importe, un de ces deux-là, un candidat démocrate transgenre pour être gouverneur, et qui parle de morale parce qu'un homme aurait fait une affaire il y a 10 ans avec une femme, ce qui me paraît pas quelque chose. Alors on peut dire qu'il est adultère, mais ça c'est autre chose. C'est un péché. Ça relève du péché, ça relève pas de la loi. Voilà une société permissive, immorale, mais jusqu'au cœur de la moelle, et qui se permet c'est invraisemblable. Nos sociétés occidentales sont passées du droit au péché. Oui. C'est au nom de la morale. Oui. Là, il n'appartient pas aux hommes politiques, ni à la loi, ni aux juges de juger le péché. Absolument. Seul Dieu juge le péché. Alors que... ils se prennent pour des dieux. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent se permettre d'utiliser ce qu'ils prônent comme arme contre les autres. Voilà. Alors ça, c'est quand même fabuleux. Donc, il est devant ce truc. Or, que s'est-il passé? Lenny Davis a dit hier, ou avant-hier, c'est lundi, attendez, le New York Times et CNN, c'est moi la source. Non, c'est moi la source. Et c'est pas vrai. C'est pas l'avocat. Et c'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Eh bien, que dit CNN aujourd'hui? On stand with notre histoire. On campe sur le... On est devant quelque chose. Or, tout est là. Et vous vous rendez compte, l'énergie perdue par l'équipe Trump... Pour des broutilles. Ah oui, des broutilles qui n'ont rien à voir avec le... Donc, on est devant une situation grave. Alors, par contre, il ne bouge pas sur ses options politiques. Et moi, on revient. Le comité Trump est au CNR... parce que le CNRE mène un combat que Trump nous demande de mener. Voilà. Et d'ailleurs, Steve Bannon, qui est venu faire une tournée en Europe,
à cette fin, en quelque sorte. Oui, oui, alors il paraît, mais on n'a plus aucune nouvelle de la chose, donc je ne sais pas où ça en est, qu'il voulait monter à Bruxelles un pôle, et donc un pôle financier aussi, pour soutenir toutes les initiatives et surtout les mouvements populistes en Europe, et nationaux, parce que c'est comme ça qu'il les appelle, et puis il a bien raison, nationalistes. Non, mais il y a un autre nom pour populiste. Oui. Il y a démocratie. Puisque ces gens-là préconisent la démocratie, le vote... Oui. Le vote, c'est... Voilà. À moins qu'on nous dise que le vote est interdit. Oui, mais si le vote est interdit, reste qu'un peuple existe quand même. Ben voilà. Et bien, ça sera une conclusion, mon cher Georges. Et je vous dis à très bientôt, ainsi qu'à nos téléspectateurs. À très prochaine émission.